Madame, monsieur, merci de nous suivre. Matinale Matin Bonheur, vous le savez, ensemble jusqu'à 8 h, nous parlerons cuisine avec Madame Silué. Nous allons également parler de développement personnel avec Monsieur Jean-François Yomon, frustration, famille et esprit de rejet. Par la suite, nous allons parler tout ce qui est produits vivriers avec Madame Myrielou Colette. Et puis, entre-temps, nous allons recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing qui ont des messages pour vous et vous demandent toute votre disponibilité. Madame Silué, bonjour. Bonjour Mariem. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on atterrit? Aujourd'hui, on atterrit en Suisse. Ah, d'accord. C'est pour ça qu'elle a mis la jaquette. Pas du tout, il fait froid aujourd'hui. Non, la jaquette. Non, non, c'est pour le froid. Non, pour le froid. D'accord. D'accord. Donc, aujourd'hui, je vous présente la fondue de fromage appelée la valaisanne, pardon, parce que c'est pas de chez nous, c'est un peu compliqué. Alors, c'est un plat national de la Suisse, hein, la Suisse du canton de Valais. Voilà, et c'est un repas qui se mange à des grandes occasions, à l'instar de, par exemple, la fête de l'indépendance, qui est le 1er août 1291. Voilà, donc cette fête-là est toujours commémorée par des grands plats que sont la fondue de fromage et la raclette. Mais la raclette, on verra ça un peu plus tard. Mais ce matin, je vous propose ce plat-là qui est vraiment très bon et très très riche aussi. La valaisanne. Oui, la valaisanne. Alors, cette valaisanne, de quoi est-elle composée? Alors, la valaisanne est composée de 3 types de fromage. Vous avez le gruyère suisse. Alors, si on a bien compris, la valaisanne, c'est essentiellement du fromage. Oui, essentiellement. Est-ce qu'on peut enlever la coupe de vin? Oui. Enfin, je pense que c'est du vin, ça peut être du jus de pomme aussi. C'est du vin. D'accord, très bien. Et puis, descendre un peu le plat par là-bas pour qu'on puisse nous faire un magnifique plan là-dessus. Parce que c'est intéressant de savoir, et puis c'est très joli en plus. Merci. On voit que c'est chauffé par le bas. Oui, c'est chauffé par le bas. Donc ça veut dire que le principe de la fondue, c'est que le plat reste chaud et fondant, comme son nom l'indique. Oui. Il ne faut jamais servir une fondue sans préalablement déjà préparer, faire bouillir pour que la fondue soit onctueuse. Mais aussi, il ne faut pas servir comme ça dans un plat ordinaire. Pas du tout. Soit vous servez la fondue de fromage dans le caquelon. Le caquelon, c'est la casserole qu'on utilise pour faire la fondue de fromage. Vous utilisez cela, vous déposez directement sur la table. Mais aujourd'hui, je n'ai pas fait ça parce que mon caquelon, il est vraiment vieux. Il est vraiment vieux, il n'est pas du tout présentable. Voilà. Donc, j'ai transvasé tout simplement dans un plat qui se chauffe à l'aide de chauffe-plat. Voilà. Alors, oui, c'est ce que j'aime bien. C'est-à-dire en bas, on voit qu'il y a des espèces de... des petites bougies. Des bougies vraiment avec des lampes LED. Voilà, avec des lampes LED, waouh. Voilà. Donc, pas de flamme sur le studio, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de flamme. Ça chauffe tout doucement. Et quand vous déposez ça, déjà, ça exalte les bonnes odeurs qui composent ce repas. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment joli. Voilà, pas de flamme, pas de flamme. D'accord. Alors déjà, parce que le petit côté chic, le petit show, c'est d'avoir des bougies LED, ça se trouve facilement. Oui, ça se trouve très facilement dans les grandes surfaces. Dans les grandes surfaces, voilà. D'accord. C'est mieux que les flammes, parce que les flammes, on ne sait jamais. D'accord, mais ça s'allume comment la bougie LED? Oh, il y a un bouton juste en bas. Il y a un bouton, et puis ça chauffe vraiment le plat. C'est très chaud. Si vous touchez, c'est très chaud. D'accord, très bien. Alors la fondue, comment est-ce qu'on l'a fait? Vous avez dit d'abord c'était un mélange de fromage. De fromage, particulièrement la valaisanne, c'est une fondue composée de 3 sortes de fromage, comme je vous ai dit. Le gruyère suisse, l'emmental suisse et le vacherin. Le vacherin suisse, parce que le vacherin, c'est typique de la Suisse. Voilà, donc vous utilisez ces 3 fromages-là. En plus de cela, vous ajoutez des herbes de Provence. Je parle de la marjolaine, je parle aussi du poivre, tout et tout. Vous ne mettez pas de sel. Parce que le gruyère, on sait que les fromages déjà sont très salés. Donc on ne met pas de sel. On fait revenir, comment dire ça? On fait revenir un tout petit peu de féculent, la poudre de maïs. Je ne veux pas donner le nom pour éviter la pub. On fait tout simplement délayer cela dans de l'eau, qu'on fait frémir. Ensuite, nous ajoutons le vin blanc.
Voilà, le vin blanc. Dès que ça commence à bouillir, nous ajoutons pas à pas les fromages, découpés, pas râpés. Découpés, vous ajoutez vos fromages et vous tournez en forme, avec une spatule, en forme de 8. Mais très lentement, très doucement, parce que la fondue de fromage, lorsque vous la voyez comme ça, c'est pas du tout évident. Oui. Alors ça, on peut la rater facilement. On peut très facilement. Et quand c'est raté, ça ressemble à quoi? Alors, vous voyez le lait, le petit lait du fromage qui est en bas. Et le fromage qui remonte, qui flotte carrément. C'est-à-dire, c'est du vrai gâchis. Déjà que c'est surtout le vacherin, on ne trouve pas ça comme ça. Vous allez gâcher vraiment. D'accord. Donc, l'astuce, c'est de tourner très lentement. Très lentement avec une spatule en bois en forme de 8. Et non pas une cuillère en métal. Parce que la cuillère en métal conduit la chaleur. Vous ne pourrez pas tenir longtemps avec la cuillère en métal. Prenez une spatule en bois, tout doucement, avec amour et délicatesse. Vous tournez en forme de 8 et vous verrez que les fromages vont tout doucement fondre. Voilà. Et mais au préalable, on a du vin là-dedans? Oui, du vin blanc. Ça s'accorde exactement avec les fromages. D'accord. Voilà. Et puis un peu de poudre de maïs? Voilà. Un peu de poudre de maïs délayée dans de l'eau qu'on fait frémir. Et non pas délayée dans le vin, délayée dans de l'eau. Dans de l'eau préalablement, avant d'ajouter le vin. Et lorsque tout ça bout, vous ajoutez vos fromages, vous ajoutez les herbes de Provence, le poivre, pas de sel, pas du tout. Et vous laissez épaissir selon votre vouloir, parce que très souvent, des gens aiment à ce que la fondue vraiment soit élastique ou un tout petit peu compacte, comme ce matin. Moi, je préfère quand c'est vraiment un tout petit peu concentré comme ça. On sent mieux le goût, en tout cas. On sent mieux le goût. Quand c'est trop élastique, ça devient caoutchouteux, j'aime pas trop. Très bien. Et ça s'accompagne de quoi? Alors, ça s'accompagne essentiellement de pain. Alors, comme je vous ai dit, c'est un repas qui nous vient directement de la Suisse. Et ce plat-là, c'est un plat principal. C'est un plat principal. Vous utilisez le pain, rien que le pain. Maintenant, avec toutes nos fantaisies que nous connaissons, alors vous pouvez ajouter des légumes, vous pouvez ajouter de la pomme de terre, et voilà. Donc, c'est tout ce qui est ça s'accorde très bien avec la pomme de terre. Mais maintenant, comment ça se mange? C'est-à-dire, je vois des pics, des brochettes. Très bien. Ce n'est pas des pics de brochettes, c'est des fourchettes à fondu. D'accord. C'est spécial. Alors, c'est à deux dents, voilà, très spécial. Et vous voyez, le manche est en bois. Comme je vous ai dit, pour éviter que cette partie-là puisse conduire la chaleur, vous tenez comme ça votre fourchette, à fondu. Vous piquez le pain comme ça, vous voyez, vous voyez, et vous trempez dans la fondue. Voyez, tout simplement comme ça. Et vous mettez en bouche. Voilà, c'est très simple à faire, très très simple à faire. Maintenant, il y a toujours des anecdotes qui s'attachent à ces repas-là. Lorsque vous prenez votre fourchette à fondu et que vous piquez soit le pain ou le légume ou la pomme de terre, lorsque vous trempez cela dans la fondue, gare à vous. Si ça reste dans le caquelon ou dans le récipient dans lequel vous avez mis la fondue, vous avez un gage. Wow. Voilà, vous êtes obligé de payer le vin de tous vos amis. Parce que ce repas se prend en famille, avec plein d'amis. Voilà, vous êtes obligé. Donc, vous faites cela avec vraiment délicatesse, sinon c'est vous qui allez payer la facture. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que la fondue, c'est un plat convivial. Hein? Oui, oui, très convivial. Ça se mange en famille, en groupe. En groupe, on goûte. C'est pas une entrée, c'est vraiment un plat de résistance. Hein. Voilà. Donc, vous prenez ça, c'est vraiment bon. C'est robuste. Bon. D'accord, très bien. Le temps que l'on revienne pour vous permettre de conclure et donner un téléphone, nous avons une page de publicité, il est 7 heures.
Population des localités de Korogo, Ferké, Nation et Kong, l'État travaille pour vous. Monsieur Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, procédera au lancement officiel des travaux d'aménagement de l'aéroport de Korogo et du tronçon Ferké-Sédougou, Nation, Kong. Le mardi 11 août 2015, respectivement à 9h et à 11h. Filles, fils et cadres de la région du Poro et du Tchologo, Monsieur Amadou Gon, ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Monsieur Ibrahim Ouattara, ministre d'État, ministre des Affaires présidentielles, et Monsieur Patrick Hachi, ministre des Infrastructures économiques, vous invite à réserver un accueil chaleureux à l'illustre hôte. Ensemble, en route pour le développement. Alors, la Valaisanne, c'est la proposition de ce matin de Madame Jocelyne Silué. Alors, c'est un mélange de différents fromages. C'est une recette suisse. Oui. D'accord, très bien. Et c'est très convivial également. On a besoin d'un chauffe-plat. D'un chauffe-plat, essentiellement. Voilà. Et c'est un repas, ce n'est pas une entrée. C'est pas une entrée, c'est un plat principal. Voilà, vous prenez ça accompagné d'un bon verre de vin blanc. Voilà, le vin blanc, pas moelleux, mais le vin blanc sec à consommer avec modération. Voilà. Alors, la quantité de vin qu'il faut utiliser, c'est à peu près ce que oui, nous avons là. c'est ça. Voilà, vous tenez votre coupe comme ça et vous consommez. Juste... Non, je parle de la composition, d'abord. Pardon? Le vin pour la composition. Bon, pour la composition, vous avez besoin de 35 centilitres. D'accord. Voilà, pour faire la fondue. Voilà, vous avez besoin de 35 centilitres. Pour 800 grammes de fromage. Les trois fromages confondus, 800 grammes? Oui, 800 grammes. C'est-à-dire 50% de gruyère, 25% d'emmental et 25% aussi de vacherin. D'accord. Très voilà. bien. Donc, vous répartissez. Mais je vois des betteraves et puis la tomate. Oui. C'est également pour tremper. C'est pour tremper. Voilà, vous piquez, vous piquez. Donc la betterave et le fromage, c'est une bonne combinaison. C'est une bonne combinaison. D'accord. Vous pouvez rapprocher le plat? Lequel? La betterave. Ah, la betterave, d'accord. Voilà, d'accord. Voilà. Donc ça veut dire que la betterave, également, c'est harmonieux avec le fromage. Effectivement, c'est très très harmonieux avec le fromage. En tout cas, essayez, vous verrez. Voilà, la tomate, vous voyez, il y a des saucissons. Ça aussi, ça passe avec la fondue de fromage. D'accord. Voilà, sans souci, sans problème. Même le raisin blanc ou le raisin rouge, vous pouvez manger ces raisins-là avec la fondue de fromage. Ou bien la pomme de terre, comme ce que l'on voit là. Voilà, ou la pomme de terre. En tout cas, vous avez vraiment le choix. Vous avez le choix. Vous piquez, vous piquez, vous piquez, vous piquez, vous piquez. Je pense qu'à la fin, vous serez vraiment plein. D'accord. Voilà. Et le pain, je vois que c'est pas un pain ordinaire. C'est un pain de mie ou un pain avec du son. Ce matin, j'ai utilisé le pain de son. Sinon, si vous avez une baguette ordinaire, vous découpez en petits carrés et vous présentez ça à vous. Voilà, j'ai juste ajouté cela pour aussi la santé. La santé, rien que la santé dans le plat. Voilà. Très bien. D'accord, donc c'est la recette la Valaisanne. Oui, cette recette-là, en tout cas, vraiment, je vous conseille de reproduire cela avec vos parents, vos amis, tout ça. Et il y a aussi une petite partie qui sera très, très intéressante au niveau de cette fondue. Lorsque vous allez finir de manger, dans le caquelon ou dans le chauffe-plat, mais surtout le caquelon parce que c'est dedans qu'on prépare la fondue, il y aura une croûte. Et la croûte a un nom. Voilà, on l'appelle la religieuse. Voilà, et cette religieuse-là, je ne vous dis pas, les Suisses se battent pour l'avoir. Parce que c'est très, 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 très bon. Le fond de la casserole. Mais c'est comme nous avec le riz, la croûte. Non, je vous assure, les êtres humains sont pareils. Les fonds appartiennent toujours au fondateur. C'est tout. Vraiment. Aussi simple. Ils luttent pour avoir la religieuse, vraiment. Voilà. Donc, et dernier conseil aussi concernant le vin, ne prenez pas un vin froid, un vin frais, très frais, parce qu'on a l'habitude de chambrer les vins un peu, voilà, de les faire refroidir. Non, 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 c'est pas du tout conseillé pour l'estomac. Prenez un vin blanc qui a tout au plus 12 degrés, 16 degrés. Voilà. Quand vous allez consommer ce vin blanc avec une bouchée de pain trempé dans la fondue, ça ne va pas
agresser l'estomac. Parce que si vous mettez quelque chose de glacé, ça se dépose sur l'estomac et ça crée vraiment des petits inconvénients qui ne sont pas du tout intéressants. Entendu. Merci pour ces nombreux conseils. Merci beaucoup. On vous joint comment? On me joint au 02 74 61 84, le 02 74 61 84. Madame Silué, merci bien. Merci Marianne. Pour cette agréable recette, la valaisanne. Merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Alors, M. Jean-François Yomon est avec nous. Il est donc coach en développement personnel et il va nous parler de frustration familiale et esprit de rejet. Mais juste avant ça, nous avons toujours dans le sens de la sensibilisation notre capsule sur le lavage des mains. À tout de suite. Maman, voici la maman. Oh, la maman du caddie. Bonjour Adja. Bonjour voisine. Hey, Aniko, ça va bien? Il est toujours en pleine forme. Qu'est-ce qui ne va pas, Adja? Je viens de l'hôpital encore. Kadi est toujours malade. Encore? Je ne sais pas quoi faire. Voisine, dis-moi, nous vivons ensemble dans le même quartier. Nos enfants jouent ensemble. Ton fils est toujours en pleine forme. Quand ta Kadi, elle est tout le temps malade. Si ce n'est pas la diarrhée, c'est la grippe. Tu sais, nous sommes entourés de beaucoup de microbes. Avec ces gens qui pissent partout, sans se laver les mains, qui éternuent dans leurs paumes, sans les nettoyer et qui viennent nous serrer les mains. Et surtout, nos enfants, qui jouent partout dans le quartier et puis qui mangent sans se laver les mains. Moi, pour protéger ma famille, pendant 30 secondes, je respecte les 10 étapes du lavage des mains au savon. Je comprends pourquoi ton fils Yannick est toujours en pleine forme. Avec ces gestes simples, toi, ta famille, vous resterez toujours en bonne santé. Merci ma soeur. Désormais, le lavage des mains avec du savon sera pratiqué par toute ma famille. Et vraiment, crois-moi, j'y veillerai personnellement. Notre santé se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Les 10 étapes du lavage des mains avec du savon. Retirez les bijoux. Suivez les 10 étapes du lavage des mains. Respectez un temps minimum de 30 secondes. 1. Mouillez les mains avec de l'eau propre. 2. Appliquez du savon sur toute la surface de la main. 3. Se frotter la paume des mains soigneusement. 4. Frotter la paume de chaque main avec le côté extérieur de la seconde main. 5. Frotter les faces des doigts entrecroisés. 6. Se frotter soigneusement le côté extérieur des doigts avec la paume de l'autre main. 7. Frotter chaque pouce à l'intérieur de la paume opposée. 8. Frotter chaque bout de doigt de manière circulaire à l'intérieur de la paume opposée. 9. Rincer correctement les mains. 10. Laissez les mains devenir sèches avant tout contact. Se trouve entre nos mains. Gardons-les toujours propres. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Alors, nous sommes de retour en studio et nous recevons M. Jean-François Yomon et notre sujet, c'est frustration familiale et esprit de rejet. Exactement. Alors, la frustration, je pense qu'on est tous passés par là. Exactement. Ou d'autres personnes y sont encore. Mais ça fait partie de la vie, du quotidien. Oui, ça fait partie de la vie et du quotidien. Et malheureusement, en développement personnel, on classe la frustration comme étant la quatrième cellule du poison qui peut annihiler, détruire la personnalité. Il y a comme ça des attitudes, des sentiments qui sont négatifs et qui peuvent résulter justement d'une insatisfaction. L'insatisfaction rattachée justement à un besoin. On a plusieurs besoins, le besoin de sécurité, le besoin d'être aimé, le besoin d'être encadré, le besoin d'être rassuré, etc. Et quand chacun de ces besoins-là n'arrive pas à atteindre un pic de satisfaction, on parle alors en ce moment-là de frustration. Ça peut être aussi des attentes placées en une personne, en une situation qui tarde à s'accomplir ou qui tarde à se réaliser ou que les choses ne tournent pas réellement comme nous les attendions. Ça peut créer un état de frustration. Et comme on le dit dans notre thème, cet état de frustration est beaucoup plus manifeste dans le cercle familial. Depuis presque quelques mois, nous sommes en train de parler de la famille parce que effectivement, la famille est le creuset dans lequel se forment
bien malheureusement souvent, la plupart des difficultés liées au comportement, liées à la personnalité. Et la frustration familiale est de très près vraiment un des éléments qui va briser, comme je dis, briser la personnalité des individus en mille morceaux et créer parfois, dans certains cas, un esprit de rejet, l'esprit de rejet qui est cette tendance-là à se sentir rejeté entre guillemets par les autres. Ça peut être conscient ou inconscient, mais l'individu donc victime de ces frustrations, on va les voir parce qu'il y a différents types de frustrations et cet individu-là peut vraiment, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que ce soit l'enfant, va développer un certain nombre d'attitudes qui parfois sont difficiles à comprendre et qui ne sont pas forcément simples. Par exemple, je le disais hors antenne un tout petit peu, que chez la femme par exemple, la frustration, si elle n'est pas réglée, si elle n'est pas corrigée, peut entraîner un état de frigidité. Donc la femme peut devenir peu réceptive ou peu réactive aux sollicitations de son époux. L'époux également, qui est victime de frustration, on le verra, peut aussi parfois manifester une impuissance ou un état de trouble érectile par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose de très sérieux et qu'il faut pouvoir... Ce sont des conséquences extrêmes. Oui, ça, ce sont les conséquences extrêmes, mais en réalité, je les pousse comme ça à l'extrême pour que nous puissions réaliser que de simples paroles qui n'ont pas été mesurées, de simples attitudes qui n'ont pas été forcément calculées, peuvent avoir des répercussions entre guillemets incalculables sur l'individu qui peut en être la victime. J'aimerais qu'on revienne sur la notion de frustration. Parce que je voulais qu'on fasse la différence avec, par exemple, la contrariété. Oui. Est-ce que c'est cousin? Est-ce que c'est identique? C'est cousin parce que forcément, lorsque nous sommes l'objet d'une contrariété, cela peut induire justement le sentiment de frustration. Donc, j'attends quelque chose. Je m'attends à une réponse, je m'attends à une attitude. En général, j'expose une difficulté, une incompréhension, quelque chose que j'aimerais vraiment poser comme problème pour espérer avoir une solution de la part de l'autre. Et puis, je n'ai pas l'attitude, la réponse, par exemple, que j'attendais de la part de l'autre. Je suis contrarié. Cela peut induire justement ce sentiment de frustration. En général aussi, une attente. Qui n'arrive pas justement à être comblée. Moi, qu'on prenne des exemples concrets pour savoir quand est-ce que commence la frustration. Quand je vous prends un enfant de 3-4 ans qui veut absolument jouer avec la prise, une prise de courant, et on lui dit arrête, 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 et puis on lui tape sur la main, l'enfant est frustré. Par exemple, il ne réalise peut-être pas le danger, mais il est frustré. Est-ce que ce genre de frustration accumulée arrive à des extrêmes dont vous parlez? Ça, c'était un premier exemple. Ou bien, un peu plus tard, l'élève qui n'arrive pas à avoir son examen, pourtant il a énormément travaillé, il s'est vraiment donné au point où tout le monde est un peu découragé, parce que l'enfant a vraiment s'est donné, il n'a pas eu cette frustration-là. Ça aussi, c'est de la frustration? Oui. En fait, ça nous amène à comprendre qu'il y a 3 types de frustration. Il y a ce qu'on appelle la frustration constructive ou la frustration positive, qui est cette frustration qui va apporter quelque chose d'édifiant finalement à l'individu qui en est la victime. Prenons le cas de l'enfant de 3 ans qui n'est pas dans un état de conscience poussé, qui l'amène à savoir que tel ou tel acte que je pose ou que je peux poser peut avoir telle ou telle répercussion. Donc le parent ici qui empêche l'enfant de faire ce qu'il aurait voulu faire n'est pas en train de le frustrer négativement. Il est en train de lui éviter quelque chose. En cela, on parle en développement personnel de frustration positive, c'est-à-dire des états de refus qui vont fonder finalement la personnalité de l'enfant. Parce que la personnalité de l'enfant va se construire, on l'a déjà vu, avec 50% de l'environnement familial. Donc des balises, par exemple, que cet enfant aura appris à connaître au sein de la famille. Mais on parle également on va dire de frustration négative ou destructrice, quand l'objet ou le but de cette frustration n'est pas de construire ou de fonder personnellement le caractère de la personne. Un exemple banal, c'est-à-dire que quand on prend le cas de celui qui passe son examen à plusieurs reprises et qui n'arrive pas à obtenir le succès ou la réussite attendue,
le fait que cette personne échoue constamment peut avoir certainement une origine. Le tout, c'est pas simplement de rester bloqué sur le nombre de fois où la personne a été à cet examen ou n'a pas réussi, mais c'est de pouvoir trouver la raison. Donc cette frustration-là peut être elle aussi positive dans la mesure où elle peut amener la personne vraiment à chercher, à savoir pourquoi cet échec intervient alors que je fais entre guillemets ce que je crois pouvoir faire pour que cela puisse arriver. Mais des fois, par exemple, les frustrations répétées peuvent être l'origine d'échecs scolaires, par exemple. C'est-à-dire qu'un enfant qui, dans son environnement familial, est le fait de paroles négatives, est constamment rabaissé, diminué, etc., sans raison. Parce que des fois, des parents qui eux-mêmes ont du mal peut-être parfois à comprendre les circonstances, les situations qui leur arrivent, jettent souvent de façon involontaire comme ça leur dévolu ou leur colère sur les enfants. Et ça peut créer des états de frustration qui vont finalement bloquer la capacité d'apprentissage de l'enfant. Donc l'enfant peut apprendre, il peut avoir entre guillemets d'excellents résultats au cours de l'année scolaire. Et puis quand il se sent en face du défi que constitue par exemple l'examen ou le concours, finalement, inconsciemment, il est bloqué à l'intérieur par rapport à la perception intérieure qu'il peut avoir de lui-même. Et donc ça, il faut vraiment pousser un peu plus pour comprendre que cette frustration-là peut aboutir sur la recherche et la découverte de solutions. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que la conséquence de la frustration dépend de l'individu? Dans le sens où, je vous prends un exemple, un enfant qui est... Une mère a 2 enfants et elle en préfère un. Exactement. De manière peut-être subjective, hein. Mais celui qui est le mal-aimé ressent une frustration. Exactement. Et si cette frustration le pousse à être meilleur que son frère, pour que sa mère réalise enfin qu'il est tout aussi valable, sinon mieux que l'autre, ça peut être une conséquence. Et l'autre conséquence, il peut en vouloir au point de vouloir mettre un terme à la vie de son frère. Exactement. Donc, ça veut dire que la frustration, c'est la personne qui interprète le degré. Non seulement la personne qui interprète le degré, mais je veux pousser un peu plus loin ce que tu es en train de nous aider à comprendre ce matin, parce que finalement, tu es dans mon listing, en fait, finalement, du déroulé de ce que j'avais voulu dire. Effectivement, la plupart des frustrations familiales naissent aussi de ce qu'on appelle les préférences à l'intérieur de la famille. C'est-à-dire que nous analysons cette façon de procéder, nous nous rendons compte que c'est involontaire. Il y a parmi vos enfants un que vous aimez particulièrement. Je ne sais pas exactement ce qui peut fonder cela, peut-être l'histoire qui entoure sa naissance, etc., les circonstances, etc. Mais il est important de comprendre que les frustrations familiales en ce qui concerne donc les parents et les enfants naissent en majorité dans ces préférences-là. Donc finalement, l'enfant qui est le mal aimé ou qui est finalement entre guillemets le moins intelligent, parce que finalement celui qui est le plus aimé, il devient le standard de réussite de la famille, c'est finalement sa réussite, son intelligence, etc. est la mesure de comparaison. Donc c'est le niveau que tout le monde devrait atteindre. Et à partir de ce moment-là, on ne reconnaît pas aux autres enfants les aptitudes ou les capacités qu'il ou elle pourrait avoir. Frustration. Donc il y a donc dans cette attitude-là, comme on l'a vu tout à l'heure, un bémol qui se crée entre justement les attentes que je place dans les parents que j'ai, donc dans l'admiration que j'aurais souhaité avoir de la part de mes parents, etc. Je ne les ai pas. Et finalement, ça va développer donc un esprit finalement de rejet. Donc je me sens rejeté, marginalisé. Et cet esprit de rejet et donc de marginalisation en fonction de la personne, parce que l'amplitude de certaines réactions à travers les individus diffère par rapport à la capacité que chacun de nous peut avoir. Donc, je suis certain, par exemple, si on est en face d'un individu qui est introverti, cette frustration peut se développer à l'intérieur de lui comme quelqu'un qui a un comportement de personne isolée.
Donc c'est quelqu'un qui va finalement tout garder en lui-même. On va trouver que c'est un enfant qui est dans son coin, il ne parle pas, tant qu'on ne lui confie pas une tâche précise, il ne l'exécute pas, etc. Ça, c'est dans le cas des personnes qui ont une forte personnalité intérieure. Donc, ils ne vont pas extérioriser tout de suite ce qu'ils ressentent, mais il n'en demeure pas moins que ce sont des victimes d'une frustration et ce sont des personnes qui, finalement, dans la société, au quotidien, vont être des personnes qui ne vous adresseront pas forcément la parole, qui vont tout de suite être obligées de justifier un point de vue, qui vont tout de suite être dans la logique de comparaison. Mais en fait, cette logique de comparaison a été en fait établie depuis l'étape de l'enfance où on a toujours comparé leurs résultats scolaires, leur capacité, etc. à l'un des enfants à l'intérieur de la famille. Ça peut donner un extrême des meurtriers en série, des psychopathes? Exactement, exactement. Et la plupart des personnes qui aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, se retrouvent dans des travers de la société à faire des choses ici et là, ne sont pas forcément, en tout cas quand nous analysons au niveau en termes de développement personnel, ne sont pas forcément des personnes qui étaient prédestinés à cela. Il y a eu des frustrations qui, parce qu'elles n'ont pas été, entre guillemets, soignées et résolues, ont amené ces personnes-là à finalement développer cette façon de faire qui finalement devient pour eux l'exutoire, la capacité qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes à pouvoir finalement s'exprimer, mais cette expression ne peut être que par la violence, par des actes criminels, etc. De l'autre côté, on peut avoir une personnalité extravertie, donc quelqu'un qui s'exprime. Finalement, cette personne peut devenir dans la vie quelqu'un qui est imbu de sa personne, qui a besoin de finalement prouver constamment qu'il a réussi, qu'il est devenu ceci ou cela. Et ça peut donner l'image de personnes qui sont très arrogantes comme ça ou très suffisantes parce que finalement, elles sont des personnes qui vivent une frustration intérieure. Peut-être qu'elles ne connaissent pas, peut-être qu'elles n'ont pas su identifier à un moment donné, mais qui a déformé véritablement le type de personnalité qu'on peut avoir en face de nous. En réalité, vous trouverez que ces personnes sont difficiles à vivre, que ces personnes sont un tout petit peu rebarbatives, etc. Mais en fait, il y a une blessure à l'intérieur qui s'appelle la frustration et qui donne justement ce type de personnalité qui parfois vraiment sont difficiles à cerner, difficiles à comprendre. De l'autre côté, on va constater que le sentiment de frustration, si on y prend garde finalement, va commencer à devenir l'un des éléments qui nous détache de notre propre réalité. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le trouble dissociatif de la personnalité, où l'individu se rend compte à un moment donné de ce qu'il est, mais qui n'a pas la capacité de dépasser cela. Un exemple, c'est-à-dire qu'une personne qui a été constamment victime de frustration, que ce soit à l'intérieur de la famille ou en général ça se passe comme ça lorsqu'une personne a grandi loin de sa famille, peut-être dans une famille d'accueil ou avec des tuteurs, etc. et a été donc sujette à entendre des paroles négatives ou des jugements de valeur sur sa personne, à un moment donné, la personne n'arrive plus à savoir si elle est réellement ce qu'on dit qu'elle est ou si elle ne l'est pas. Donc finalement, il y a comme un truc dissociatif. Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Ce sont des personnes qui constamment vont rechercher à être appréciées. Donc qui constamment vont tomber dans ce